Yes! Salut mon Guillaume! Hey, salut mon beau Rob, ça va bien? Ben oui, écoute, dans nos setups de feu, comme Ah d'habitude. ouais, on est dans le bancal. Nous autres, on est des professionnels bancal. Ouais, mais c'est ça, quand t'es un créateur de contenu dévoué, y a rien qui Il t'arrête. a rien qui t'arrête. Écoute, tu mets ton... Vous irez voir, Rob est supposé faire une petite vidéo en lien avec notre setup. Et, ouf, ça fait du mal à l'orgueil un peu, mais c'est correct, c'est correct. On a plus d'ego. On a plus d'ego. On est là-dedans. On a transcendé Ouais, ça. on est On dans a l'honnêteté transcendé ça, c'est clair. radicale. Mon, Ouais. mon laptop est actuellement chambranlant sur une valise d'enfant de Spider-Man, je pense. Et je suis dans la chambre d'enfant. Rob est dans l'autre chambre en arrière. Un beau background rose pour Rob. Un beau background bleu et vert, je pense, pour moi. J'ai de la misère avec mes Ouais. couleurs. Bref, imaginez-vous le tout ou allez voir la chaîne YouTube pour voir le setup. Good, donc au-delà de ces conneries, tu vas bien, mon Rob? Super, super. Écoute, pour mettre les gens en contexte, on est à 48 heures. Hein? On est dans le dernier sprint, à 48 heures de la fin du lancement paillette. Fait qu'on est ensemble, on est à une pièce de différence en ce moment. Ouais. Ça a été à date, là, tu sais, moi je pense que c'est des moments qui vont rester gravés, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est le summum un peu d'expérience professionnelle, d'équipe, de se dépasser, de s'amuser. Et c'est vraiment, vraiment spectaculaire, là. Moi, professionnellement, là, c'est difficile d'être plus accompli que ça, là. Yeah, et effectivement, vraiment des beaux moments ensemble, puis à tout pousser dans le même sens, à Mm. co-créer constamment. Bref, ouais, je suis vraiment d'accord. Euh, on se disait que la dernière fois qu'on avait vécu ça ensemble, c'était le même feeling, un peu, c'était Paris, où on Mhm. était allé, encore une fois, pour Payette Inc. Hein. Payette Inc. nous fait vivre beaucoup de choses. C'est une belle business qu'on grandit tout ensemble, puis en tout cas, fait que, ouais, on est bien. Je pense qu'on est deux nostalgiques en plus. Fait qu'on est déjà en train de se rappeler des souvenirs quand c'est même pas fini. Clair. Hein. Fait que Ouais. bref, donc aujourd'hui, en fait, on a parlé de ça autour de notre déjeuner, deux œufs dans un wrap. Et on avait envie de vous parler. L'angle qu'on va prendre, en fait, c'est de dire, OK, comment est-ce que le marketing haute fréquence, si on le retourne vers notre produit, d'avoir une discussion autour de, et si le produit qu'on crée, peu importe que ce soit un service ou un produit physique ou que ce soit même un produit en ligne de formation, exemple, comment est-ce ça devient une arme marketing en tant que telle, tu sais, arme n'est peut-être pas le bon mot, mais un outil marketing puissant qui crée des transformations, des expériences et que ta clientèle devient ta source de promesses dans le marché. Puis que tes clients deviennent des ambassadeurs, des fans, puis qui ils racontent leurs histoires que même toi, comme créateur du produit ou du service, des fois tu fais waouh, j'aurais jamais pensé avoir eu tout cet impact-là. Tu sais. Donc, c'est un peu l'idée d'aujourd'hui. C'est pas mal ça qu'on avait discuté autour d'un rap deux œufs. Exact, exact. On parle beaucoup justement de marketing, attirer les gens à nous, mais je pense que c'est intéressant de revenir justement à l'essence, de revenir à notre produit, notre service, euh, puis de voir comment que c'est littéralement notre produit, notre service, nos clients peuvent faire notre marketing à notre place finalement, là, tu sais. Ouais, exact. Euh, puis c'est là que je trouve intéressant parce qu'on peut dire que Mel a vraiment un produit abouti, on pourrait dire comme ça, qui est constamment en train d'évoluer. Ouais. Toi, tu viens de créer ton nouveau produit il y a quelques mois. Puis moi, je suis au stade où j'ai créé un premier produit, une première formation en ligne il y a peut-être un mois de ça et demi que je l'ai sorti, Mhm. mais on pourrait dire que je suis vraiment au stade de sortir mes prochaines formations. Fait que je suis tout à penser un petit peu l'expérience client, comment je vais le mettre en place. Donc, c'est comme si on avait comme 3 stades de développement aujourd'hui devant nous. Puis ça va être intéressant justement d'avoir cette discussion-là autour du produit, de l'expérience, de la promesse. Tout ça dans une optique finalement de faire grossir notre entreprise autre que par poussé par le marketing, mais attiré par Ouais, l'expérience. exact. Puis je pense que la discussion aussi, puis déjà la première, dans ce que tu viens de dire, il y a déjà quelque chose qui me vient vraiment en tête comme dans la considération de ce qu'on va discuter. C'est peut-être de penser aussi à oui, produit, service, expérience, mais il va probablement aussi avoir beaucoup de discussions autour de la marque.
Parce que, vois-tu, tu sais, Payette Inc., moi, ça fait déjà plusieurs années que je dis à Amel, c'est une marque qu'il faut qu'on développe une marque, puis on est on-brand ou on est off-brand dans nos coms, dans ce qu'on fait, puis tout ça. Puis moi, Meta, j'ai vraiment... Ma vision, c'est la vision d'une marque. Pour l'instant, il y a seulement 3 produits, en fait, qui sont offerts. 3 offres, on va le dire comme ça. Mais pour moi, c'est la vision d'une marque. Puis là, ben toi, ça va être intéressant. On n'a jamais eu la discussion ensemble de voir, OK, est-ce que tu as une vision d'une marque, tu sais. Puis je Mhm. pense que d'avoir l'idée de marque, nous, Dès le départ. ouais, c'est ça, dès le départ, nous pousse à avoir une vision plus grande, nous pousse à avoir Mhm. une mission, excuse, plus grande. Puis probablement que c'est là où on amène des humains à se transformer, à changer leur identité. Et là, les histoires à succès viennent avec ça, tu sais. Bref, fait que probablement que ce sera déjà un bon point de discussion, ouais. Où est-ce qu'on peut commencer, Guillaume? Puis moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, la discussion par rapport à un produit, par rapport à une offre. C'est vraiment à la base, la genèse de l'offre, ça part de la promesse. Ouais. C'est vraiment que je vois que c'est là que ça débute parce que la personne, à quelque part, au départ, elle a une certaine promesse qui va y être proposée, qui va y être amenée. Fait que tout ça vient avec des attentes. Et finalement, ben, le produit ou le service va répondre ou pas à ces attentes-là. Et c'est là de voir à quelque part à quel point c'est important, je pense, de définir sa promesse de la bonne façon. Puis on a parlé tantôt d'un principe que moi je suis quand même fan, qui est le under promise, qui est un petit peu contraire à ce qu'on va avoir l'habitude de voir. Mhm. Souvent les gens aiment ça à mettre plein les yeux, puis de promettre des grandes choses, pour donner envie aux gens d'acheter. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant en tant que client d'acheter quelque chose, d'avoir des hautes attentes, Mhm. puis finalement d'avoir le produit ou le service, puis faire comme oh my god, ok, c'est juste ça, ou je m'attendais tellement à mieux. Et pour moi, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que tu peux même offrir un produit fantastique, mais si tu l'as survendu, Mhm. si tu as surpromis quelque chose, même si tu as offert quelque chose de fantastique, puis la personne s'attendait à une coche au-dessus, ben, elle va être déçue. Ouais. Définitivement. Puis vois-tu, moi, ce que tu dis ça, puis je me dis, comment est-ce que... C'est un peu ce qu'on vit dans plusieurs projets, mais mettons Payette Inc., c'est ce que je vis avec Meta, c'est comment est-ce que toi, en tant que créateur, tu under-promise ou que tu es clair dans ta promesse. Donc, plus tu es clair, moins tu as besoin de survendre, comme tu dis. Mais que tes clients, eux, de par leur transformation puis ce qu'ils vivent avec toi, ben, eux se mettent à raconter leur histoire sans promettre quoi que ce soit. Mais leur histoire est tellement puissante, est tellement transformationnelle que euh, ça fait en sorte que tu n'as même plus besoin de promettre tant, là. Tu déposes ta vision. Comme moi, mettons, avec Meta, c'est ce que je te disais un matin. Mais moi, ma vision avec Meta, puis ce que je dis aux gens, c'est viens, on va créer du contenu. On va apprendre à créer du contenu qui va à la fois élever la performance de ton marketing, de tes communications marketing et la fréquence énergétique, entre guillemets, dans la haute fréquence, qui est en soi une promesse assez soft. Avec Mel, c'est un peu la même chose. C'est comment, mettons en 2021, c'est comment être une entrepreneur ancrée, forte et solide. Je veux dire, c'est rien de... On parle pas de chiffre d'affaires, on parle pas de résultats, on parle pas de... Oui, on est axé vers le résultat final, mais qui est très subjectif, qui est loin d'être flyé et tout, mais les histoires des clients et clientes de ces deux marques-là font en sorte que les gens sont comme OK, la marque a rien demandé à ces gens-là qui sont ambassadeurs, qui sont fans, qui s'ouvrent, qui partagent le truc. Aïe aïe, la preuve est forte, là, tu sais. Fait du sens? C'est en ligne avec ce que tu disais? Oui. Mais puis j'ai envie de justement qu'on décortique peut-être à différentes étapes. J'allais apporter un point, bon, je fais un peu l'avocat du diable, là, comme s'il y avait quelqu'un à côté, de dire, ah, ok, ben c'est cool.
d'y aller avec une petite promesse, mais si personne ne te connaît, si tu n'as pas de clients encore, si tu n'as pas de témoignages, si tu n'as pas d'ambassadeur qui prône que ton produit est exceptionnel, à quelque part, tu commences où? Puis à quel point que si tu commences dans le marché, un peu comme moi, là, je vais essayer de mettre des nouvelles formations à l'avant, comment que je fais pour arriver avec une promesse, on va dire, respectable, honnête, peut-être qu'il n'en met pas plein les yeux, mais en même temps, il faut que je donne quand même envie aux gens de l'acheter. Fait que tu sais, il est où l'équilibre entre avoir une promesse, une petite promesse, si on n'a pas de preuve sociale et on n'a personne pour nous endosser? C'est quoi ton thinking par rapport à ça? Parce que tu viens de passer par là, dans le sens où quand tu as lancé Meta, tu avais encore 0 client. Là. Ouais, c'est une nouvelle marque. Mais par contre, vois-tu, puis là, moi, je viens de passer là, puis j'ai eu la chance d'en voir tellement des gens qui se lançaient. Puis vraiment, moi, maintenant, c'est très clair. Si t'as pas une histoire cohérente derrière le projet que tu lances, derrière le produit que tu lances, l'offre, peu importe, lance-la pas. Dans le sens où, tu sais, j'ai vu des... écoute, un des exemples que je pourrais dire... tu sais, en fait, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais j'ai vu des gens qui ont fait des sauts d'un domaine à un autre, tu sais, tout d'un coup, genre... puis là, je vais être très drastique, mais j'étais photographe et je deviens massothérapeute, tu comprends? Ou j'étais massothérapeute, puis là, je deviens coach pour entrepreneur. Tu sais, j'ai vu du monde qui essayait de faire ce saut-là, tu sais. Puis, à toutes les fois, ces gens-là se cherchent, puis c'est pas clair, puis les gens comprennent pas, puis là, tout le monde est comme, mais pourquoi ça marche pas? Tu sais, il me semble que je suis bon, puis tout ça. Oui, mais t'as pas l'histoire derrière. T'as rien de cohérent qui démontre qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce truc-là, tu sais. Puis je regardais ce matin une pub d'une fille sur Instagram, je pense, peu importe. Une femme qui était à Shark Tank, puis c'était produit très pour le back pain, là, pour le maux de dos. Là. Genre, quand tu es assis à ta chaise, tu mets ça, genre, en arrière de toi, puis bref, c'est supposé te faire du bien au dos. La fille à Shark Tank, comment est-ce que... Et la pub, c'était quoi? C'est elle qui raconte que c'était un entrepreneur qui travaillait à la maison sur le web, qui est en train de cranker son dernier start-up à des 16-18 heures de travail par jour, puis elle s'est mise à avoir mal au dos. Puis là, elle s'est dit, mais il doit bien exister une solution. Puis là, ben, elle a développé sa propre solution. Fait que la fille, elle a fait elle avait un start-up technologique, elle est allée vendre un truc pour les maux de dos, là. Mais c'est correct, parce que c'est cohérent. Puis ça fait du sens. Puis elle a eu un deal, puis là, elle en vend et tout. Fait que c'est toujours ça, moi, je pense. Tu sais, comme toi, OK, oui, c'est un nouveau produit, mais Christy, t'as des histoires de toi, t'as l'histoire de tes clients. Fait que oui, c'est un nouveau produit, mais avec un vieux expert, entre guillemets. Tu sais, T'es-tu d'accord avec moi ou... Ouais, mais ce que j'ai comme thinking, puis c'est un petit peu comme ça que j'avais positionné ma première formation que j'ai faite avec La Tranchée puis Olivier Lambert, c'est d'y aller vraiment avec une promesse. Il me semble que je l'ai déjà appelé, je sais pas si c'était sur le podcast ici, mais tu sais, une promesse chirurgicale. Ouais, c'est ici. Parce que c'est une formation qui dure 2 heures totales. Ouais. Je te promets pas de changer ta business puis de t'apporter à faire 6 chiffres du jour au lendemain. Je suis sur une petite promesse. Écoute, c'est juste de te mettre une campagne evergreen en place qui te permet d'avoir des leads qui rentrent sans que tu aies rien à faire, puis sans que tu sois tout le temps en train de créer du nouveau contenu, puis du nouveau contenu, puis du nouveau contenu. C'est peut-être pour te sortir de cette boucle-là des réseaux sociaux à dire, OK, il faut que je poste 3 fois par jour, il faut que je sois présent, à dire, regarde, la première chose que je dois faire, ces réseaux sociaux, c'est juste de mettre une campagne evergreen en place pour qu'il y ait des personnes qui viennent vers moi avec un intérêt pour mes services en automatique. En automatique, ça ne veut pas dire justement rapidement, ça ne veut pas dire être riche, ça veut juste dire que tu le mets en place, puis après ça, tu n'as pas beaucoup de gestion à faire. Fait que je sentais que de cette façon-là, je ne promets pas la lune. La personne, si c'est ça qu'elle a comme attente,
Ben, honnêtement, en écoutant les 2 heures de formation puis en mettant sa campagne Evergreen en place, c'est exactement ça qu'elle va avoir, tu sais. Mhm. Fait que c'est difficile, je peux pas vraiment me tromper, je peux pas vraiment passer à côté de ma promesse parce que, en tout cas, si j'y arrive pas, c'est vraiment de ma faute, puis c'est à moi de revoir ma formation, comment je l'ai mis en place. Mais si je suis pas capable de respecter ça, shame on me, c'est-à-dire, là, tu sais. Ouais. Euh, Fait que c'est là que je trouve intéressant, mais j'aime beaucoup, honnêtement, moi, les promesses de chiffres. Ouais. Honnêtement, si ça a bien quelque chose, une promesse de chiffres, de genre, OK, ben tu vas faire 6 chiffres dans ton année, puis tu sais, il y a des programmes qui vont dire, OK, ben comment faire une formation en ligne pour faire 6 chiffres par année. Au moins, ça a l'avantage d'être clair. Mhm. Puis si, honnêtement, la formation est faite pour ça, puis avec le casting que tu vas chercher de clients, c'est vraiment ces personnes-là, puis tu les amènes à ça, good for you, j'ai envie de te dire. Mhm. Puis si c'est ça ta promesse minimum que tu es capable de respecter, puis qui est déjà, on s'entend, assez alléchante, j'irai avec ça. Mais tu sais, aussitôt que tu avances des chiffres, puis tu peux pas le promettre pour tout le monde, Mhm. il faut s'en tenir loin parce que, wow, ok, c'est pas ton setup qui est tombé. Euh, Il y a quelqu'un dans le manoir qui vient de tomber. ouais, c'est ça. Je pensais que c'était la caméra qui venait de tomber de ton Non. côté. Euh, donc, oui, c'est un petit peu là que, Ouais. que... C'est drôle, je vais sauter. C'est drôle, moi, je suis pas d'accord. J'aime assez ça, prendre ta place. Yes, vas-y, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais vois-tu, moi, mon thinking avec le temps, puis vers quoi je pense que c'est l'idéal En tout cas, bref, vers quoi moi je m'en vais, du moins dans ce que je fais, c'est beaucoup plus, justement, plutôt qu'être sur le end goal, je vais bâtir le produit sur le process. Puis ce matin, j'écoutais Joe DeSena qui fait un lancement avec Founder pour un produit de mindset. Puis c'est le créateur des Spartan Race. Oui. Bref, c'est vraiment un gars extraordinaire, tu sais, puis qui est extrêmement discipliné. Bref, puis il fait son truc sur le mindset. Puis c'était ça son point, c'était une discussion sur l'argent. Mais euh, Mm. il disait, tu sais, faut pas focuser sur le end goal de l'argent, faut pas focuser sur l'argent puis le résultat final. Il dit ça, c'est comme la médaille d'or. Une fois que tu l'as, c'est fini, tu sais. Fait que de plutôt se concentrer sur le process, sur le processus, sur la Mhm. transformation que tu vis pendant que tu t'entraînes, puis jusqu'au jour où tu es au départ du Spartan Race, puis ou de ton marathon, ou de peu importe, tu sais. Puis, vois-tu, moi, puis là, on va revenir vers notre discussion un peu plus, je pense, qu'on voulait avoir, qui est justement, si tu concentres ton produit, ton service, ton offre et tous les offres de ta marque autour, je pense, moi, de créer l'environnement ou le process le plus fertile possible pour ton profil de client, aligné avec la vision et la mission de ce que tu proposes. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que là, il va avoir il va y avoir toutes sortes de tomates qui vont pousser de ça, tu comprends? Il va y avoir toutes sortes de... Si ton terrain est fertile, tu vas avoir toutes sortes de fruits et légumes qui vont pousser dans ton jardin, tu sais. Fait que plutôt que de focusser sur le nombre de tomates que tu vas avoir à la fin, et si c'était plus de dire, OK, je vais m'assurer que le jardin, la terre est très, très fertile, puis que l'environnement est parfait pour que mon client idéal, il soit dedans, puis qu'il grandisse à l'intérieur. C'est là que moi, je trouve ça intéressant, puis c'est ce qu'on vit dans Payette Inc., c'est ce que je vis avec Meta, je commence à vivre avec Meta. C'est que là, tu as des gens qui viennent vers moi ou vers nous, puis qui disent, hey, voici ce que j'ai vécu avec ta marque, avec ton produit, avec ton service, puis à quel point ça m'a changé, puis nous-mêmes, on fait comme, aïe aïe, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu avoir l'impact dans la vie d'une personne autant que ça. T'sais. Je l'aurais jamais promis, là, je l'aurais jamais mis de l'avant parce que j'aurais pas pensé remplir cette promesse-là. Fait que c'est un peu ça mon thinking là-dessus par rapport au produit, c'est si la vision est claire, comme moi je te disais, c'est viens, on va créer du contenu qui va élever ta fréquence et de la performance. Puis là, moi, tout le temps, c'est comment est-ce que je crée l'environnement pour mes clients, des clients qui viennent avec différents domaines, différents niveaux d'expérience, différents objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, différentes situations financières, différents challenges, des différents
besoin en cours de route? Comment est-ce qu'on crée un environnement qui permet de répondre à un maximum de besoins qu'ils ont en termes de création de contenu, en respectant vision et philosophie? Puis là, de ça, de ce terrain fertile-là, naît toutes sortes de choses extraordinaires. Et fait que c'est un peu mon thinking par rapport à ça. Là. Fait que je t'ai ramené, Rob, t'as parlé de la promesse avec les chiffres, puis là, je t'ai ramené dans le process. T'es-tu d'accord avec ce que je dis? Comment tu feels ça? Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, puis une super belle nuance. Où est-ce que j'étais en train de me poser la question? C'était de me dire, est-ce que ça peut réellement s'appliquer à n'importe quelle situation? Puis je le ramenais à moi. Euh, à l'heure actuelle, j'avais un petit peu l'intention de créer des petites formations, un peu comme la première Mhm. que je viens de faire, une petite formation, c'est court, c'est peut-être sur un truc en particulier, ça répond à un besoin, mais il n'y a pas de communauté Non. nécessairement autour, il n'y a pas un membership où est-ce que tout le monde échange, c'est comme un peu, hey, prends-la, mets-la en action, puis après ça, mets-la de côté ou reviens-y quand tu en as besoin. Mm. Fait que c'est là que je me posais la question, tellement quand tu as un aspect communauté, quand tu as un aspect ongoing, quand tu as un aspect vraiment process, c'est peut-être de réaliser, OK, est-ce que moi j'ai un produit ou une offre plus axé process ou plus axé Mm. destination plus avion ou plus véhicule ou bien Ouais. destination? En tout cas, Ouais. j'essaie de le voir comme C'est ça. drôle, moi je Euh, reframerais la question que tu viens de poser, puis je pense que c'est la différence qu'on a dans la discussion actuelle, c'est est-ce qu'on est en train de parler d'un produit ou d'une offre standalone qui vit seul, comme ton produit à toi, ou est-ce qu'on est en train de parler du développement d'une marque? Je pense que c'est là la nuance. Quand on parle du développement d'une marque, je pense qu'on n'a pas besoin, on n'a pas le choix en fait de créer quelque mhm, chose où les gens vont pouvoir interagir entre eux puis s'identifier à, puis ça devient beaucoup plus gros comme projet que de mhm, dire je vais développer un produit standalone qui tient je comprends. seul. Fait que je pense que c'est un peu ça la Eh oui, mon ordi là a failli sacrer le camp. Donc c'est un peu ça, je pense, la différence de discussion qu'on a ensemble en ce moment. OK, ouais. Ben, effectivement, c'est vraiment une nuance très importante. Puis c'est comme de dire, ben, garde, mets avant des gourdes, des t-shirts, avant, des trucs qui vont avoir comme objectif. Il n'y a pas de process dans une bouteille, il n'y a pas de process dans un t-shirt. Y a-tu la bonne grandeur, y est-tu beau, il te fait-tu bien, y est-tu confortable, boum, ça s'arrête là. Mm. Euh, mais son brand, s'il était positionné sur euh, une destination, on va dire faire les 6 chiffres par année, à quel point il manquerait de profondeur à cette marque-là, à quel point qu'elle serait identifiée comme euh, juste un outil finalement, puis qu'elle serait pas capable peut-être de transcender, puis de passer de positionnement, ok, ben parfait, elle, c'est juste un outil pour se rendre à quelque part, tandis qu'elle a une place dans le marché. C'est une leader, une numéro un. Ouais, je comprends vraiment Mm. la nuance que tu viens d'apporter parce que je pense que tu as mis exactement le doigt dessus. C'est là d'apporter puis de voir ta marque puis de faire attention de ne pas positionner ta marque sur juste une destination puis un truc, mais vraiment de l'apporter comme un voyage à quelque part. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est un Puis un univers. process de transformation. Ouais, Oui. c'est ça. Puis Meld, c'est vraiment un univers, le mot qu'on utilise. Puis, tu sais, là, les discussions, c'est développer la ligne de vêtements, puis la ligne de produits de bureau, puis tout ça. Puis ça fait tout du sens parce que c'est un univers pour la femme qui veut avoir confiance en elle, qui veut être ancrée, alignée, entrepreneur ou pas, là, la marque complète. Fait que, tu sais, c'est une discussion que j'avais hier avec Gab V, qui s'occupe du développement de produits. Puis je disais, ça ferait tellement pas de sens qu'on se lance dans une ligne de vêtements si c'était juste pour vendre des vêtements, tu comprends? Puis qu'on devenait une entreprise de vente de vêtements, c'est comme,
Beau projet, bonne chance. Les marges sont minces, puis il y a beaucoup de compétition, tu sais. Mais là, parce que le produit qu'on développe, il est tellement plus riche à cause de la marque, puis le contexte dans lequel il est positionné, qui est un univers de femmes qui adhèrent à des idéaux, à une philosophie, à une vision, tu fais aïe aïe, ça fait tellement de sens de développer la ligne de vêtements, même si, sérieusement, en bout de ligne, tout ce qui est boutique en ligne, pratiquement, dans cet univers-là, tu fais les calculs, puis à la fin, je veux dire, définitivement, c'est loin d'être nos produits les plus rentables, tu sais. Mais ça fait du sens de les faire. C'est intelligent de les faire. Fait que je pense que, tu sais, encore une fois, là, on parle de la discussion de marque qui permet d'avoir des clients ambassadeurs, des clients qui sont all-in, qui sont fans, qui disent que ça change leur vie. Ben, crime, ça fait du sens de leur fournir des vêtements puis du matériel de bureau à ces femmes-là. Même si c'est pas profitable, tu sais. Est-ce que une marque, la façon dont tu vois les choses, c'est-tu quelque chose que tu deviens ou c'est quand tu commences ton process, tu commences avec l'idée d'une marque? Comment que tu... C'est sûr que les deux sont possibles, tu vas Ouais. me dire. Mais c'est quoi ton thinking par rapport à ça? Ben, moi, je pense que tu dois avoir une vision idéaliste un peu du long term, du long terme. Euh, mais commencer avec un produit spécialisé. C'est con ce que je viens de dire là, hein. C'est comme deux antipodes, mais puis je te donne comment moi j'ai réfléchi méta, là, tu sais, c'est ma réflexion la plus récente. Puis je te ferai un parallèle avec Under Armour, qui est une marque que j'adore, tu sais. Meta, moi, j'ai vraiment l'intention que ça devienne méta humain, puis je vois vraiment un impact sur l'humain dans son ensemble. Après ça, je me suis dit, ouais, mais tu sais, moi, je suis dans le monde entrepreneurial, c'est avec eux que j'aime triper, c'est mon marché accessible, c'est ce qui est réalisable à court terme, c'est méta entrepreneur. Ok, ouais, mais c'est encore grand, là, méta entrepreneur, là, là, en plus, je me positionne contre des partenaires ou à côté de partenaires, puis c'est gros, puis encore une fois, c'est gros entrepreneur et tout. Puis moi, c'est le copywriting en ce moment. Fait que méta-copywriting. Fait que c'est la première. Tu vois le genre, là, tu sais, imagine je sais pas, une grande pyramide, je sais pas quoi, là, mais un iceberg. Là, on voit méta-copywriting en haut, mais en dessous de l'iceberg, moi, je vois qu'il y a plein d'autres produits, tu sais, dans cette marque-là qui vont pouvoir. Puis ça inclut, moi aussi, des vêtements, ça inclut plein d'affaires, tu sais. C'est toujours le même pattern. Une marque qui est riche, elle est multidimensionnelle, tu sais. Puis elle fait autant du produit que du service, que du présentiel, que du virtuel, que tu. Puis là, tu greffes tout ça, mais là, ça prend une équipe. Puis bon. Puis je dis tout le temps, mais on verra si je suis l'entrepreneur pour réaliser la vision de Meta, tu sais. Bon. Fait que là, moi, j'ai Meta Copywriting, puis là, j'ai une ligne de copywriting qui est en train de se développer d'offres. Après ça, ça pourra devenir Meta Branding, Meta Entrepreneur, Meta Humain, etc. Tu sais, Meta Parent, on verra, là, tu sais. Il y a plein de possibilités. Mais je commence avec quelque chose de très spécialisé. Puis l'exemple avec Under Armour que j'amène souvent, c'est Under Armour au début, probablement qu'ils avaient une grande vision eux autres aussi, mais c'était leur textile qui était leur edge, qui était vraiment pour des sportifs. C'était pour les un peu comme Nike, mais ce que Nike était pour les souliers, eux, ils se sont mis dans les vêtements. Puis c'était pour le Weekend Warrior qui met ces vêtements-là, qui se sent vraiment dans une armure, comme un athlète, qui est bien, c'est confortable, c'est un textile unique, qui respire et tout. Mais Under Armour est devenu maintenant bien plus que ça. Ils font des vêtements, ils font des souliers, ils font comme Nike fait maintenant, comme Adidas fait et tout, mais ils ont été reconnus au début pour quelque chose de spécifique, puis la marque a grandi après. T'sais. Fait que c'est mon thinking par rapport à ça. Ça fait du sens. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de sens, oui. Ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Et si on s'en va justement, on part de notre offre, puis de notre marque finalement, puis qu'on s'en va vers nos clients. Ouais. C'est là que je trouve vraiment, vraiment intéressant, puis unique à quelque part, de voir à quel point que Payette, finalement, tu sais, la marque, puis c'est ça, en fait, la marque, puis l'offre est même plus portée juste par mail, est vraiment portée par ses membres, par ses utilisateurs.
Juste mettre les gens en contexte. À tous les lives qu'on fait, il y a des Zooms qui sont ouverts. Puis les Zooms qui sont ouverts sont animés par des membres de la communauté paillette. Puis ces personnes-là ne sont pas payées pour être là. Non. Ils offrent leur temps gratuitement, bénévolement, et le but de l'appel est de répondre à des questions, des doutes que les futurs membres se posent. Ils disent, ah ben regarde, moi je me pose des questions, c'est fait pour moi. Fait que, bref, tu as des bénévoles qui sont là, qui répondent aux questions. Et je trouve ça assez fascinant, justement, de voir à quel point que la marque, maintenant, tu sais, est maintenant endossée et portée par ses utilisateurs. C'est assez phénoménal de voir ça. Puis, tu sais, ça revient à Ils l'offre. sont non supervisés aussi, je tiens à le dire. Hein. On n'a aucune idée de ce qui se dit dans ces Zooms-là. C'est ça qui est phénoménal. En plus, tu sais. On ouvre le Zoom, ils s'arrangent entre elles, ils ferment quand ils veulent. Puis nous, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ça, c'est comment on dit ça? La transparence absolue. L'honnêteté radicale. Voyons, je l'oublie. L'honnêteté radicale. Ouais, c'est ça. Notre publicité, oui, on a invité les gens à aller partager leurs commentaires, mais tu sais, je pense qu'il y a 250 commentaires sur notre publicité qui annonçait paillettes, de témoignages, de transformations que les filles ont laissées, encore là, de bon cœur. À chaque live, de des dizaines, voire là, peut-être à travers tous les lives qu'on a fait, des centaines de femmes qui sont là, qui disent « Ah, tu devrais joindre, voici mon expérience. » Tu sais, on a vraiment transcendé le message et pu porter uniquement par Pailletting puis Mélissa. Il est vraiment porté par ses membres. Comment qu'on fait, comment qu'on fait pour, à travers notre offre puis notre brand, pour arriver à ça, puis arriver à ce niveau-là, d'être autant endossé par ses membres? Ça part-tu de l'offre? Ça part-tu... C'est quoi qui est la genèse de ça? Ouais. Ben, ma première réponse, moi, à ça, ce serait une obsession constante de là, l'expérience. C'est le bon mot, mais c'est pas le bon mot parce qu'il est tellement utilisé en service client. Mais l'obsession constante d'améliorer, je dirais, l'environnement dans lequel tes clients sont. Fait que... tu comprends ce que je veux dire? Définis-le un peu, voir. Ben, mettons, au début, l'environnement, c'était, tu sais, parce que à la marque Paillette, ce que j'ai dit tantôt, c'est grande vision, petit produit spécifique au début. On l'a appliqué avec Pailletting, là. Je veux dire, ce que je partage, j'ai de l'expérience. C'est du vécu. Fait on a commencé par un programme en ligne, comme tout le monde. Fait que l'environnement, c'était, ben, t'achètes un programme en ligne. T'sais. 12 modules. Exact. That's it. Après ça, c'est devenu, programme en ligne, événement en personne. Là, événement en personne, mais elle est productrice. Fait que comme on amène du next level. Fait que là, l'environnement est devenu programme en ligne, événement en personne, vraiment unique. Flyé avec du rire, de l'introspection, des pleurs, un roller coaster émotionnel pendant les journées. T'sais. Après ça, c'est devenu, bon, ben, Mel, une autre force qu'elle a, c'est être capable de créer des contacts facilement. Puis, fait que, OK, l'environnement est devenu programme en ligne, événement flyé, multiples experts, mais même au-delà de ça, c'est des célébrités dans leur domaine, on peut dire, chacun à leur niveau, qui viennent intervenir. Fait que l'environnement s'en vient riche. Après ça, clientes qui ont grandi, qui sont devenues des expertes, qui viennent, plus des célébrités de plus haut niveau. Puis là, bref, après ça, Paris, après ça, là, on est rendu dans le virtuel, parce que la vie nous emmenait là. Et là, on a tout revu, puis là, c'est rendu vraiment immersif, mais virtuel. C'est rendu des célébrités de plus haut niveau, des experts de plus haut niveau, le programme en ligne est de plus haut niveau, Mel est plus forte que jamais. Fait que là, l'environnement est rendu juste incomparable. T'sais. Mais ça, on pourrait être encore à la même formule, puis on a des gens qu'on connaît très bien qui sont à la même formule depuis combien d'années tu lances, tu proposes un programme en ligne, puis t'as un événement. T'sais. Tu vois, je pourrais dire peut-être de l'extérieur, c'est comme si, je pense qu'au départ, un entrepreneur puis une marque qui grandit, tu es beaucoup obsédé par
son marketing, puis sa croissance, puis l'acquisition de clients. Ouais. Puis c'est normal parce que c'est ton oxygène au départ. Tes Ouais. ventes, c'est ton oxygène, puis si tu n'en as pas, ben, tu meurs. Mm. Donc, ton obsession se fait vraiment, vraiment à ce niveau-là. Mais Mel, aujourd'hui, est aucunement obsédée par son marketing. Son obsession est vraiment sur le produit, puis est tout le temps sur qu'est-ce que je peux faire pour paillettes, qu'est-ce que je peux rajouter, quelle expérience supplémentaire que je peux créer. Mel, son focus constant, c'est une obsession produit. Ben oui, puis la quantité de fois qu'on fait des investissements dans des artistes, dans des invités, dans des salles, des cadeaux, on parle de... Tu sais, sérieusement, je prends des décisions souvent avec Mel, puis on parle de 50 000 des fois que, sérieusement, on n'est pas obligé de l'investir. Là. Genre, on n'est vraiment pas obligé de l'investir. Mais c'est comme, ça va valoir la peine, les filles vont aimer ça, ça va, tu sais, ils vont se sentir bien, ils vont... Let's go, on le fait. Fait que, tu sais, ça, ces décisions-là, à court terme, tu fais comme, aïe, c'est 50 000, là. Tu sais, c'est... Puis là, mais après ça, sur le plus long terme, ben, crime, après ça, tu lances des pubs, puis t'en lances beaucoup moins, parce que t'es tellement backé socialement. Tu fais des lives, puis t'es plus ou moins structuré, puis t'as du fun au bout, parce que tout le monde est là, puis ils répondent à tes clients pour toi, puis... Mais ça, c'est parce que on va dire ton obsession. C'est ça, ton obsession, ton investissement que tu as fait pour améliorer l'expérience te revient, tu sais. Fait que... Puis tu sais, je suis le premier à être... Puis on est des gars, on est des marketeurs, tu sais. On est des marketeurs, c'est ça. On est les premiers à mettre l'emphase, ou en tout cas, on a par le passé, je pense qu'on change, on évolue nous autres aussi, mais à mettre l'emphase sur la communication marketing externe à ton produit pour amener des gens vers ton produit, tu sais. Puis là, de plus en plus, je pense que c'est comme si on fait un 180 degrés avec notre regard, puis on le ramène vers notre produit, puis je pense qu'on est en train de prendre conscience beaucoup de la puissance marketing de notre offre, en fait. Là. Fait que... Ben, c'est comme, justement, si... J'aime avoir la vision un peu utopique que, tu sais, c'est la meilleure offre qui gagne, puis qui se démarque, puis qui mène dans le marché. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais à un certain niveau, je pense que quand tu mets ton focus sur le marketing au départ, puis que tu es un petit peu obsédé, puis c'est ton focus, puis que moindrement, aussitôt que tu as une traction, que tranquillement ton focus, ou une équipe en tout cas, tu sais, c'est peut-être pas de... justement, c'est là que les équipes grandissent, puis il y a du monde qui peuvent être focus temps plein sur le marketing, mais le leader, à quelque part, devient de plus en plus obsédé par son expérience, son produit, son offre, la développer, la satisfaction client. Ouais. Et s'il n'y a pas cette obsession-là, ben c'est là que tu es obligé de tourner vers le marketing. C'est là que tu es obligé de tourner vers, justement, on y parle souvent, là, les leviers basse fréquence, de jouer sur des promesses démesurées, des white lies, ou jouer sur les problèmes, faire ressentir la culpabilité, la honte aux gens pour enfin les pousser à l'action. Tandis que si tu dis, OK, garde toute cette énergie-là, au lieu de la pousser sur des stratégies machiavéliques de persuasion, j'en mets, mais et je tourne vers ces efforts-là, cette énergie-là, vers la satisfaction de mes clients. Puis le développement de ta marque. Et le développement de ma marque, ben naturellement, je vais avoir une clientèle qui va prendre le relais. Et ces efforts-là que je vais mettre, ah oui, c'était 50 000 là, je ne vais pas avoir un retour sur investissement comme si je le mettais dans une pub Facebook. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Mais la longue traîne de ce 50 000 là, c'est une fille qui vient sur un Zoom à un moment donné puis qui parle, tu sais, moi à un moment donné, j'étais dans Paillette, puis à tel événement, il y a eu tel truc, puis ça m'a complètement chamboulé, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, bon. Ouais. Puis ça va avoir créé une histoire de transformation client, et cette histoire de transformation-là, client, peut être portée par l'individu qui l'a vécu. Mais après ça, peut être repris et amplifié par la marque. Exact. Comme Mel, après ça, qui partage les histoires de Cathy Boucher, Alex Poulain, qu'on a eu récemment. Puis c'est ça, quelque part, qui crée ces fameuses histoires-là de transformation qui sont si puissantes. C'est cette obsession-là produit, finalement. C'est pas cette obsession-là marketing. Ouais.
C'est ça, parce que focus sur ton produit, ton offre, ton expérience, fait en sorte que tu as une communauté qui s'identifie. Communauté qui s'identifie, tu as une marque qui est puissante, qui est endossée. Quand tu as une marque qui est puissante, tout prend de la valeur. Tu sais, puis Seth Godin, qu'on aime tous les deux, qui d'ailleurs dit souvent que normalement, tu devrais pas avoir à faire de paid. Lui, c'est sa philosophie de publicité. Si ton produit est exceptionnel, c'est une version des choses. Mais l'autre chose qui parle aussi par rapport au branding et que moi j'ai toujours adoré, que j'ai écouté à de multiples reprises, c'est si lorsque tu mets ta marque, que ce soit logo, couleur, bref, ton univers visuel et identitaire sur n'importe quel produit et service, ou que n'importe quel humain y entre, son statut social est élevé ou son identité est élevée, ou que ton prix, ta marge peut augmenter, ou le prix que tu vends ton produit ou ton service peut augmenter parce que tu y as mis ta marque, tu as vraiment quelque chose de puissant entre les mains. Puis l'exemple, je vais reformuler avec un exemple parce que je me suis mal exprimé. Il dit souvent, dans le fond, dans la vidéo que j'écoute souvent, c'est si un hôtel, exemple comme Hyatt, n'a aucun avantage vraiment sur Hilton, mettons. Parce que ce sont des marques hôtelières que tu vas choisir la moins chère, dans le fond, quand tu vas aller sur les moteurs de recherche. Par contre, si Nike se mettait à créer des hôtels, où on peut penser, c'est-tu le Rockstar Café, je pense que ça s'appelle, qui ont créé des hôtels. Bref, tu vas savoir tout de suite, Nike qui crée un hôtel, tu vois déjà, oh, ok, on sait déjà l'atmosphère qu'il va y avoir, on sait déjà un peu dans quel univers on va être, et sincèrement, les fans de la marque Nike vont payer le prix que Nike va demander pour aller dans cet hôtel-là. Là. Tu comprends? Fait que ça revient un peu aussi à ce que je disais au début, avec les vêtements de Paillettes Inc., les fans de Paillettes Inc. vont payer le prix que ça va être le vêtement de Paillettes Inc. Là. Tu comprends? Parce que quand ils vont porter ces pantalons-là, exemple, des yoga pants, elles vont être des paillettes à ce moment-là. Et une paillette, ça brille, c'est confiante, c'est forte, c'est solide, c'est entrepreneur, ça prend sa vie en main, ça se laisse pas marcher ses pieds. Tu comprends? Fait que ça, c'est, tu sais, mais tout ça part, après ça, il faut du premier produit de tout, qui a créé des transformations, des expériences, qui est encore un terrain fertile, Fait que c'est tellement un beau mix, tout ça, de comment est-ce qu'on focus sur le produit pour créer une expérience chez les gens avec un terrain fertile, puis après ça, comment est-ce qu'on s'assure que ça c'est cohérent avec la marque, puis que la marque est forte après et propulsée partout. Là. Tu vois, ça me mène un peu comme conclusion. T'sais, on est tellement dans le storytelling, dans la documentation en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Puis cette discussion-là m'amène un peu comme réflexion de dire, tu sais, qu'est-ce qui est plus... comment faire pour raconter la meilleure histoire? C'est-tu d'engager le meilleur copywriter au monde? Non. Non. Ou c'est de tout simplement vivre une histoire extraordinaire, puis après ça, la raconter. Tu sais, c'est un petit peu à ça que peut-être je l'ai mal dit, là, c'est la première fois que j'essaie de le formuler, mais c'est comme si, regarde, si tu veux raconter des histoires extraordinaires de tes clients, là, c'est pas en engageant le meilleur copywriter au monde que tu vas y arriver. C'est en leur faisant vivre des histoires extraordinaires, puis après ça, peu importe comment que c'est partagé, les gens vont faire « wow », tu comprends? Ouais. T'as pas besoin de mettre les bons mots puis le bon truc pour que ça fasse « wow ». Ouais. L'histoire est « wow ». Ouais. C'est comme si on ramenait à quelque part le switch à quelque part d'une business, c'est de se dire, ben, regarde, ton but à quelque part dans une business, c'est de faire vivre des histoires extraordinaires à tes clients, puis ton focus, ton budget, ton énergie, ben, doit shifter vers cette création-là d'histoire. Fait que c'est là qu'on parle de développement de produits, réinvestir dans son expérience client, etc., pour faire vivre des histoires extraordinaires-là. Et ces histoires extraordinaires-là, ben après ça, avec un peu de marketing, tu peux les amplifier. Mais chaque personne qui les a vécues devient une espèce de vecteur qui lui aussi
partage ton histoire, partage ton histoire, partage ton histoire. Toi, dans ton marketing, après ça, tu peux la reprendre puis la repartager, mais c'est comme si on le voyait là, un niveau juste histoire. C'est des OK, j'investis pour créer des histoires, puis après ça, j'amplifie ces histoires-là. En tout cas, Ouais, tu viens de clarifier un point que j'essaie de clarifier depuis longtemps, que je dis tout le temps. Parce que moi, j'aide beaucoup les gens avec le copywriting, mais je leur dis tout le temps, l'important, c'est pas tant la rédaction, c'est la réflexion avant, puis c'est l'innovation que tu vas amener, puis c'est comment tu vas, tu sais, qu'est-ce que tu vas raconter, puis ça vaut-tu la peine, tu sais, ça vaut, déjà, là, ton produit, ton service, ton histoire, elle vaut-tu la peine d'être racontée? c'est ça. Là. Si ça vaut pas la peine, t'as beau mettre le meilleur copywriter qu'il n'y a pas, ça vaut pas la peine. Mhm. Le documentaire qu'on a fait là, avec Mel, là, c'est parce que l'histoire de Mel méritait d'être racontée. Mhm. Oui, on a fait une bonne job, puis Anthony a fait un montage de fou, puis je pense qu'on a fait un travail extraordinaire. Mais il y avait une histoire. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis là, tu sais, ce que tu viens de dire, ça m'a amené un peu si je le mettais très concret, mettons que tu as 10 000 $, là, puis que tu as ton produit, ton offre, ton service, ta marque, name it, là, puis tu veux propulser ça, mais tu as 10 000 $ à investir. Tu peux laisser ça comme c'est là, statu quo. Même offre, même produit, même améliorer une couple de trucs, puis prendre ton 10 000 puis engager un maudit bon copywriter qui va te romancer le truc, tu sais, qui va en fabriquer un... Tu vas dire, wow, quelle histoire que... Tu sais, bon. Ou bien, tu dis, ben, sais-tu quoi? On va prendre 8 000, là, on va l'injecter dans le produit, on va leur faire vivre une expérience où on va créer une histoire. En fait, on va vivre, pas créer. On va ensemble vivre quelque chose qui va tous nous impacter, qui va mériter d'être raconté après, puis on prendra 2 000 pour engager un copywriter, que ça va prendre beaucoup moins de temps. Tout va être plus facile parce qu'il y a un bon fond, tu sais. C'est ça. Fait que, non, c'est le fun que tu aies dit ça. Ça m'a amené bref, ça m'a moi-même éclairé beaucoup dans ce que j'essaie, je pense, de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi aussi que j'arrivais pas à exprimer plus clairement. Là. Mais, ouais, très cool. Petit recap? Hey boy, hey, on a tellement valsé. Où je m'en vais avec ça. Écoute, on a commencé avec vraiment une intention d'avoir une discussion autour de l'expérience qu'on fait vivre dans le produit qui devient un peu une arme marketing en soi, puis qui crée des transformations chez nos clients que eux ont le goût de raconter, ce qui nous permet de under-promise, over-deliver. Donc, on a commencé avec cette intention-là. C'était la discussion qu'on avait eue autour de notre wrap 2 œufs, fait par la belle Jen. Puis finalement, ben écoute, on a bifurqué aussi beaucoup, je pense, entre la comparaison. OK, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'un produit ou d'un service ou on parle vraiment du développement d'une marque? Je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans. Puis tu sais, les deux, on évolue beaucoup là-dedans. Puis moi, de plus en plus, je parle de marque. Je parle de développement de marque. Puis je vois la valeur d'une marque. Puis je sais que ce que je fais, moi, c'est que je développe des marques de plus en plus et de moins en moins des produits et des services. Fait que ma vision, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle est passée du marketing au branding puis un mix des deux. Fait qu'on a parlé beaucoup de marque puis la synergie entre les produits, les services, les offres et la marque. De créer un univers que quand tu arrives à créer cet univers-là, ben, à chaque fois que tu mets ton image, ton visuel ou ton identité sur un produit ou un service, il prend de la valeur. Puis la personne qui le consomme ou qui l'utilise, elle prend de la valeur aussi. T'sais. Cette même personne-là prend aussi de la valeur. Parce que elle se sent bien, bref, elle représente une identité qu'elle aime représenter. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, je pense que, écoute, là, je fais le recap comme je peux. Puis là, on vient de terminer avec une idée qui est une des plus puissantes, honnêtement. Dans le fond, les gens, il faut qu'ils se rendent à la fin de notre podcast, parce que c'est tout le temps là qu'on a un dénouement, qu'on fait « Ah, c'est ça qu'on voulait dire, dans le fond. » Ouais, c'est vrai. Hein? C'est ça, ouais. Fait que, ou bien tu sautes tout de suite à la fin, bref, c'est comme tu veux. Mais, puis là, je pense que cette dernière idée-là de dire « OK, et si tu te concentres à vivre des trucs, toi, faire vivre des trucs à tes clients qui valent la peine d'être racontés ensuite, tu n'as plus de problème de marketing. Parce que ça vaut la peine d'être raconté puis c'est intéressant à consommer. T'sais. Fait que moi, j'ai conclu ça en disant, ben, si tu as un 10 000, ben, plutôt que prendre 10 000 pour qu'un copywriter te romance tes trucs, ben, prends 8 000, vis quelque chose avec tes clients, t'sais. Puis prends 2 000 pour qu'ils puissent documenter finalement ce que vous avez vécu, puis ça va être juste puissant. T'sais.
Fait que, ouais, pas mal. Bon recap, ça. C'était pas facile. Très, très, très bon. Très, très, très bon. Ben, j'ai... c'est un peu comme que tu as dit. C'est comme si souvent on met un long contexte autour de une ou deux idées qu'on aboutit finalement à travers notre discussion. Ben c'est vraiment comme ça c'est pour ça, entre autres, qu'on fait ces podcasts-là. C'est pour nous, puis c'est pour nous challenger, puis essayer de formuler des nouvelles idées. Puis j'aime ce process-là avec toi, Guillaume. Je te remercie. Ouais, moi aussi. Je pense que de plus en plus, on utilise le pouvoir de l'intention. Puis je sais que Wayne Dyer, il y a un livre de même qui s'appelle de même que j'ai jamais lu, mais je pense que c'est le fun qu'on commence nos podcasts en disant ben, on va aller vers ça. On a l'intention d'aborder ce sujet-là. Puis on verra. Puis je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on open the mic, on drop les premières lignes, puis on valse pendant 45 minutes, 1 heure ensemble. Puis en tout cas, moi aussi, je suis très au bout. Même si on est vraiment dans une installation bancale en ce moment, mais c'est pas grave. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez venir sur la chaîne, la vidéo du 4 février, ça va être ce podcast-là. Mais à la caméra, ça n'a pas l'air si bancal que ça. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai répertorié le bancal. Vous viendrez voir mon... je sais pas quand je vais publier ça, je sais pas. Bref, mais probablement je vais publier le bancal. L'honnêteté radicale va être sur ta page à toi Facebook. Ouais, exact. Toi, on va voir ton décor. C'est magique. Toi, avec tes petits bouts en arrière sur ton mur rose. Ah, il le voit pas, par exemple. Ah non, il le voit pas. Ah, OK. OK. Ils viennent de le voir. Okay. All right. Ben, merci, Guillaume. Merci tout le monde. Rob. Ciao. Bye tout le monde.